Merci beaucoup Anne pour cette présentation très bienveillante, très positive de l'ouvrage qui a effectivement été quelque chose de difficile à faire, mais il me semblait qu'il manquait un ouvrage de ce type et à vrai dire, je l'ai conçu comme un outil à partir duquel chacune, chacun pourra se faire sa propre opinion, mais en fournissant des éléments et en donnant la référence. J'ai eu la chance d'avoir un éditeur qui m'a autorisé à avoir un appareil de notes conséquent, donc l'idée, c'était aussi de donner les références pour que chaque lecteur puisse aller vérifier ensuite s'il était intéressé par un point particulier. Et je pense effectivement qu'il y a dans la manière de voir française, dans les cadres de pensée français, un certain déficit de culture pluraliste. Je l'ai remarqué aussi en allant ailleurs qu'en France, hein. Et je crois qu'il faudrait vraiment faire des progrès là-dessus. Et d'ailleurs, je me permets juste d'ajouter un tout petit point en ce qui concerne, par exemple, la question du rattrapage. En fait, notamment le rattrapage en édifice du culte, on s'aperçoit que cette question, elle a beaucoup avancé dans les dernières décennies concernant effectivement les édifices du culte musulman, mais qu'il y a un besoin qui n'est pas du tout encore rempli pour les édifices, par exemple, du culte bouddhiste. Et ça se voit très bien dans une enquête qui a été faite où les représentants des cultes sont venus faire un petit peu le point. Et les bouddhistes disent qu'ils n'arrivent pas à attirer l'attention sur eux et qu'ils obtiennent très peu de soutien. Et je crois que ce qu'il nous faut maintenant, c'est vraiment être attentif à, comme disent les Américains, vous savez, ils disent the larger picture, c'est-à-dire l'ensemble du panorama. Ça n'est pas facile, hein, parce qu'il y a une grande diversité religieuse en France. La France est un des pays de très grande diversité religieuse au monde. Et puis, ce que je rappellerai aussi beaucoup, mon livre est en quelque sorte aussi un peu un plaidoyer pour cela, d'être attentif aussi à ce que j'appelle, moi, la pluralité interne, c'est-à-dire la diversité au sein des grandes familles religieuses, aucune ne formant un bloc homogène, et dans chacune, dès que l'on regarde un petit peu, hein, on rencontre des sensibilités, des histoires, des modes d'être et d'expression religieuse notamment différents. Donc c'est tout ce panorama extrêmement diversifié auquel il nous faut faire face à l'heure actuelle. Alors, par ailleurs, pour en revenir à la séance présente, je voulais simplement indiquer que moi-même, j'ai enseigné dans l'enseignement secondaire pendant une bonne douzaine d'années et que je pense que quand on est passé par l'enseignement secondaire, on ne quitte jamais et ce qu'est la classe, ça reste dans les expériences majeures d'une vie. Et donc, si je peux apporter un tant soit peu des éléments, c'est vraiment, j'aimerais beaucoup arriver à le faire. Alors, en ce qui concerne la perspective historique de la séance d'aujourd'hui, je rappellerai que ce qui, à mon avis, est quand même une des, pas la seule, mais une des causes, une des raisons des débats très importants qui ont lieu dans le pays concernant la laïcité, c'est qu'on ne peut pas s'appuyer sur une définition de la laïcité. La seule définition indiscutable serait celle qui serait donnée par la loi. Mais elle n'existe pas. Et la Constitution dit que la République est indivisible, démocratique, laïque et sociale, mais en disant ça, elle ne dit pas ce qu'est la laïcité. Ceci dit, il est très intéressant de voir l'adjectif laïque tout proche de indivisible d'une part et social de l'autre côté, quand même, ça n'est pas l'effet du hasard, c'est sûr, mais ça ne donne pas une définition. Et je dois avouer que pour ma part, je regrette quand même que dans le discours des médias et dans le discours politique parfois, on vous présente la loi de 1905 comme si elle donnait une définition de la laïcité. Cette formule, la loi de 1905, toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905, bon, on l'entend, mais vraiment très souvent. Et en fait, ça donne la fausse impression que la loi de 1905 à elle seule expliquerait tout ce qu'est la laïcité. Alors, bien entendu, et on va y venir, la loi de 1905 constitue une étape très importante de la laïcité, mais je rappelle que le mot laïcité et même l'adjectif laïque ne sont pas présents dans la loi. Mm. Et là aussi, si les rédacteurs de la loi l'ont voulu comme ça, c'est certainement pas l'effet du hasard et ça veut dire quelque chose.
Donc, en l'absence de cette définition absolument claire et incontestable, bon, ça, effectivement, dans les dernières décennies, ça a donné la possibilité de débats et parfois de débats, disons-le, d'instrumentalisation et de débats insincères. Et il nous faut, je pense que la perspective historique est de ce point de vue-là, effectivement, une perspective qui peut être vraiment efficace pour essayer de retrouver, en essayant de redessiner le parcours de la laïcité, d'en comprendre mieux le sens. Et comme le disait Anne, euh, la spécificité de mon travail, c'est que, en fait, j'avais commencé à travailler sur ce qu'on appelait la liberté des cultes. De la liberté des cultes, je me suis aperçue que la pluralité en elle-même constituait un objet dont il fallait faire l'histoire dans le contexte français. Et en travaillant sur la pluralité, je suis tombée sur la laïcité. Je ne l'avais pas prévu. C'est en travaillant que j'ai découvert cette articulation, comme vous avez très bien dit, entre les deux, et donc que j'ai voulu développer cela, et il me semble, je vais vous en exposer les principaux points, mais il me semble qu'on tient là vraiment quelque chose qui, du coup, peut être particulièrement utile à la réflexion dans l'instant présent face à une pluralité inédite qui n'a jamais été, dont l'ampleur ne s'est jamais rencontrée dans l'histoire française. Alors c'est une pluralité religieuse qui existe dans beaucoup de démocraties occidentales, mais encore une fois, selon les classements de l'organisme américain Pew, PEW, qui n'est absolument pas suspect de sympathie envers la France, mais qui place quand même la France dans, pas tout à fait en tête, mais dans le peloton de tête des pays pour la diversité religieuse. Donc voilà, ceci étant dit, je vais entamer, si vous voulez bien, le processus en m'inscrivant d'abord dans une histoire que je dirais, on peut dire alors, maintenant, une histoire longue, et effectivement, dont la Révolution est une première étape. Alors, simplement, je voudrais rappeler qu'avant même la Révolution, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, bon, l'Europe d'une manière générale et la France en particulier ont connu, comme vous savez, de très nombreux débats et controverses. Et il y a une chose qui apparaît, c'est que dans les Lumières françaises, il y a très peu d'acteurs religieux, ce qui par exemple est très différent de ce qui se passe notamment dans l'Europe centrale et en Allemagne. Il y a très peu d'acteurs religieux et très peu d'éléments apportés par les acteurs religieux. Alors il se trouve que moi j'avais fait ma thèse sur l'un d'entre eux qui est l'abbé Grégoire, qui s'était vraiment inscrit dans le mouvement des Lumières, mais qui lui connaissait, lui qui était lorrain et qui était germanophone, connaissait les Lumières allemandes. Mm. Mais je pense quand même que cette absence de voix religieuse dans les Lumières françaises, euh, déjà, d'une certaine façon, conditionne un petit peu les choses. Alors, je rappellerai quand même que la Révolution française n'aurait pas eu lieu sans la participation de ce qu'on appelait le second ordre du clergé, au moment de la réunion des États généraux. Vous savez, il y avait une expression de l'époque, on parlait des foutus curés qui nous ont fait la Révolution. Parce que, effectivement, le ralliement aux tiers-États d'une grande partie du clergé, et particulièrement des curés de paroisse, c'est ça qui a entraîné le mouvement qui a formé l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on voit très bien sur le tableau de David, le serment du jeu de paume, au Mm. premier plan. Il l'a mis au premier plan. Donc, pour en revenir maintenant en tout premier point à la Révolution, il est certain que la Révolution donne à la culture politique française des éléments absolument décisifs sur le sujet qui nous importe, et d'abord avec la Déclaration des droits d'août 1789. Alors là aussi, on entend parfois, enfin même assez souvent, parler de l'article 10 de la Déclaration des droits comme si il résolvait tous les problèmes, comme si il apportait la liberté des cultes en France. Alors, je vous rappelle quand même la formulation de l'article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, virgule, même religieuses, virgule,
pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Bon, je crois qu'on pourra être d'accord sur le fait que ce n'est pas d'une grande clarté. En fait, cet article a été d'une rédaction extrêmement difficile par rapport, les 9 précédents en général ont été adoptés en une demi-journée. Pour celui-là, le débat est tellement vif que on décide de sa journée. Et la discussion s'est donc étalée sur 2 jours. Et chaque portion de cette rédaction a été mais vraiment arrachée. Et le consensus a été très très difficile. Et d'ailleurs, il est évident que sur certains points, il y a une espèce de vague, c'est-à-dire que certains interprètent certains points d'une façon et d'autres d'une autre façon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que au lendemain de l'adoption de cet article, les partisans de la liberté des cultes sont très déçus et les adversaires de la liberté des cultes, on le voit dans la presse, hein, sont très soulagés d'avoir réussi à y échapper. Et comme on le verra un peu plus tard, effectivement, cette rédaction compliquée, c'est pas complexe, mais compliquée, on peut la comprendre de telle manière différente. Bon, ceci étant dit, la déclaration est quand même un pas qui fournit un socle très important. D'abord, du fait de la nature des droits qu'énonce la déclaration, des droits qui sont individuels et universels, qui sont universels parce qu'ils sont individuels et donc les mêmes pour tous. On est encore au masculin à ce moment-là, hein. Et il y a un autre article qui avait été adopté avant l'article 10, qui a en fait une importance, me semble-t-il, dans le réel, hein, une très grande importance, c'est l'article 6 qui prévoit que tous peuvent être admis à tous les emplois sans différence justement des diverses appartenances. Et ça, concrètement, ça veut dire que, quelle que soit leur appartenance religieuse, tous ceux qui deviennent des citoyens français peuvent être admis à tous les emplois. Ça, c'est une rupture très importante avec la situation d'Ancien Régime et effectivement un élément d'égalité absolument majeur. Alors, la déclaration, ce sont des principes que l'on énonce, et puis, comme vous le savez, c'est le rôle de l'Assemblée constituante de formuler une constitution, un cadre légal, et ensuite de l'Assemblée législative d'aller vraiment dans le détail de la loi. Et la mise en œuvre de l'article 10 s'est avérée tout à fait difficile, alors inégalement selon les groupes religieux. Pour les protestants, il semble que là, il y ait quand même un consensus. Et dès décembre 1789, les protestants, effectivement, sont citoyens absolument citoyens sans limitation. Et en principe, il n'y a aucun type de restriction au culte. Bon, comme on le verra, dans la pratique, ça va être un peu plus complexe. Ça s'est avéré aussi beaucoup plus complexe en ce qui concerne les Juifs, où en fait la question a été divisée, ce qui est complètement contraire à l'esprit de la Révolution tel qu'il est apparu jusqu'alors, qui était vraiment un esprit qui vraiment voulait mettre en œuvre des principes universels. Alors, on divise la question en fonction des groupes juifs. Pour les groupes juifs du sud-ouest de la France, ceux qu'on appelait les Portugais, parce qu'ils étaient venus au XVIIe siècle dans le royaume de France, mais à l'origine, c'était des gens qui avaient quitté la péninsule ibérique, qui étaient passés par la Hollande et qui ensuite avaient été carrément appelés par la monarchie française pour aider au développement des ports du sud-ouest Atlantique et particulièrement de Bordeaux. Donc pour eux, qui parlent le français, qui ont participé au débat sur la réunion des États généraux. L'un d'entre eux a même failli être élu comme député du tiers à Bordeaux. Et s'il ne l'a pas été, bon, j'ai pas vraiment trouvé, mais je crois que c'est tout simple, c'est pas du tout une question, il n'a pas du tout été écarté parce qu'on savait qu'il était juif. C'est simplement que d'autres ont eu plus de voix que lui. Bon. Et donc pour les Juifs du Sud-Ouest,
Dès janvier 1790, la question est réglée, mais comme je vous disais, elle est divisée. Et pour le groupe le plus important en nombre, c'est-à-dire les Juifs de l'Est du royaume, d'Alsace et de Lorraine, la question va traîner, c'est-à-dire il y a des défenseurs de l'égalité des Juifs à l'Assemblée, notamment l'abbé Grégoire, qui repose la question régulièrement. Et puis, régulièrement, il y a des adversaires, et notamment des députés qui viennent de l'Est et qui menacent en disant on déteste tellement les Juifs dans l'Est de la France que si vous les faites citoyens, vous risquez d'avoir des mécontentements dans ces régions qui sont en plus des régions frontalières. Donc, on est parti. Et on voit à chaque fois un nombre de fois assez important les assemblées, les députés, bah, finalement, clore la discussion en la reportant. Jusqu'au moment où l'Assemblée constituante a terminé son travail, la Constitution a même été approuvée par le roi. L'Assemblée constituante doit donc se séparer. Et là, il y a un député qu'on n'avait jamais entendu parler sur ce point, qui vient s'adresser à ses collègues en leur disant, si vous ne résolvez pas cette question des Juifs, vous n'êtes pas fidèle à vos principes, vous ne terminez pas votre travail. Et c'est donc, il me semble important de le noter, en septembre 1791, sur la question absolument des principes que a été prise la décision de rendre les Juifs à la fois citoyens et français, puisque, bon, la nature de français, avant la Révolution, on était sujet du roi, on n'était pas français. Et c'est précisément au moment de la réunion des États généraux que la notion de français est apparue. Et pour ces Juifs de l'Est de la France, ça paraissait pas du tout évident. Donc, à ce moment-là, on les déclare à la fois français et citoyens. Mais là aussi, encore une exception, le lendemain de l'adoption de cette loi, on revient sur la loi, ce qui, ça aussi, est tout à fait contraire aux habitudes de la constituante, parce que des députés de l'Est qui n'ont pas encaissé cette décision reviennent en demandant encore une forme d'exigence particulière à l'égard des Juifs, c'est-à-dire un serment par lequel ils vont assurer qu'ils renoncent à toutes leurs lois spécifiques. Donc, vous voyez, c'est tout à fait contraire de revenir comme ça sur euh, une décision adoptée par l'Assemblée, c'est contraire à sa manière d'agir, et c'est demander aux Juifs par rapport à l'ensemble des autres citoyens, c'est de leur demander quelque chose de spécifique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la prestation du serment s'est faite dans l'ensemble très volontiers. Alors, elle a parfois été faite, on leur a parfois pas facilité la tâche. Vous voyez, quand on les convoque un samedi pour prêter ce serment, c'est quand même un petit peu suspect. Mais il n'empêche que ça a été bien étudié, hein. On en a enfin, on a des archives importantes là-dessus. Dans l'ensemble, les groupes juifs, les anciennes nations juives du royaume, comme on disait, ont prêté collectivement ce serment, avec même, semble-t-il, un certain enthousiasme, ce serment qui les faisait français et citoyens. Alors, voilà pour une première étape de pluralité. Maintenant, comme vous le savez, je prétends pas vous l'apprendre, hein, la religion, et particulièrement la religion catholique, a été à l'origine d'un grand conflit qui a traversé la Révolution, particulièrement autour de la question de la constitution civile du clergé. Bon, je pense que c'est inutile devant des professeurs que je revienne là-dessus, mais je rappellerai le terme qui me semble très très juste d'un grand historien de la Révolution, François Lebrun, qui parlait de déchirure. Et c'est vraiment une déchirure du tissu social français, une déchirure qui parcourt tout le pays de haut en bas, qui va aussi avoir un rôle très important dans l'émigration de certains, et dans l'opposition aussi de certains à la Révolution sur le sol français. Les questions religieuses ont eu notamment une importance très grande dans la région de Vendée, à l'ouest du royaume. Et la,
les différentes assemblées qui se succèdent ont pris des mesures de plus en plus dures pour essayer de lutter contre cela, jusqu'à ce qu'on a appelé la déchristianisation. Je rappelle que le terme de déchristianisation est un terme qui date du 19e siècle, hein. C'est un terme qui a été ensuite appliqué à cette réalité historique, mais effectivement, il y a eu une répression vraiment dur contre les prêtres catholiques et qui a atteint même ceux des prêtres catholiques qui avaient adhéré à la Révolution. Mais vous voyez, quand on parle de déchristianisation, euh, on, on ignore le fait que cette répression, elle s'est en fait adressée à tous les cultes, aussi bien les cultes protestants et le culte juif, avec confiscation notamment des édifices du culte, et la célébration du culte est rendue impossible en fait pour tous les cultes, jusqu'à aussi ces tentatives de substitution ont été le culte de la raison, le culte de l'être suprême, et pour cela, bien sûr, je vous renvoie au magnifique livre de Mona Ozouf sur les cultes révolutionnaires. Alors, au terme de cette période très dure, le retour à la liberté des cultes, on peut dire qu'il intervient en 1795 avec une loi qui prévoit séparation de l'Église et de l'État. Alors là, on parle essentiellement de l'Église catholique, puisque la constitution civile du clergé avait établi une comment dire, un lien très très fort entre l'État révolutionnaire et l'Église. Donc là, le terme de séparation est déjà dans la loi et l'État ne fournit aucun local, aucun salaire, aucun financement. Donc il faut imaginer les difficultés qu'ont vécu les fidèles des cultes et les ministres des cultes. Il y a toute une période où la loi où les mesures du gouvernement ne leur font plus obstacle, mais où ils sont dans une situation de désorganisation, de manque de ressources, une situation très très difficile. Alors, ceci étant, enfin, après avoir fait ce parcours, je voudrais mentionner quand même un jalon essentiel qui date de septembre 1792, bien avant l'invention du terme laïcité, mais qui me semble être vraiment encore un jalon essentiel sur ce processus. C'est en septembre 1792 la création d'un État civil. Alors, comme vous le savez aussi, une ordonnance royale avait confié l'état des personnes à l'Église catholique, sous la forme notamment des registres paroissiaux. Et pour les autres cultes minoritaires, bon, les situations étaient plus difficiles pour les protestants que pour les juifs. Pour les juifs, on admettait que les rabbins avaient des fonctions en quelque sorte notariales et notamment pouvaient marier les juifs. Pour les protestants, ça a été extrêmement difficile, alors avec des différences selon les politiques suivies par la monarchie tout, au long de l'Ancien Régime, mais quand même une domination de période où on ne reconnaît pas de mariage protestant. Ils n'ont pas d'autre choix que de se marier devant des prêtres catholiques qui vont exiger d'eux, du point de vue religieux, des déclarations qui sont complètement contraires à leur foi. Alors, ce qui s'est pratiqué à ce moment-là, en particulier dans le sud-ouest de la France, dans les régions où existait ce qu'on a appelé le désert, c'est-à-dire une vie clandestine des protestants, ce sont des mariages au désert. Mais ces mariages au désert, leur reconnaissance est compliquée et on voit notamment dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle français, dans la période où vraiment se crée ce qu'on a appelé l'opinion publique, hein, ça n'a pas toujours existé. L'opinion publique, ça émerge avec un certain nombre de débats et puis de moyens aussi de faire circuler ces débats dans le pays. Et parmi les débats, il y a un débat très important sur la question
du divorce. Et les partisans du divorce sont affublés d'ailleurs du terme de divorcière, qui était tout à fait, qui se voulait tout à fait hostile. Et dans ce débat, on voit essentiellement discuter des cas qui sont des cas protestants et des cas juifs. Et particulièrement, en fait, le nerf de la guerre, c'est pas seulement ça, mais une chose importante, ce sont les tentatives, particulièrement pour les protestants, ce sont les tentatives de captation d'héritage. Refuser à un tel ou une telle la réalité de sa filiation et sa légitimité par rapport à ses parents, c'est lui refuser aussi sa part du patrimoine familial et de l'héritage. Et ça a donné lieu à toute une, je dirais, une litanie de procès. Ça a été très bien étudié, notamment par les historiens qui ont fait l'histoire du divorce, où vous voyez la question d'un divorce, c'est-à-dire d'un mariage qui ne soit pas un mariage sacrement, un mariage qui puisse être dissous, d'une alternative au mariage religieux, a été une question qui a été beaucoup discutée dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et déjà à partir de la diversité, de la pluralité religieuse qui existe, même si elle n'est pas reconnue. Et en septembre 1792 est décidée donc la création d'un état civil, d'un mariage qui est célébré par un agent public, dont il sera fait état dans des registres tenus par les agents publics. De même, il en sera de même des naissances, ce qui fait qu'il n'y aura plus de discussion sur la filiation. Et ce mariage civil est le même pour tous, sans tenir compte de l'appartenance religieuse. Et comme c'est un mariage civil, effectivement, on peut le dissoudre et ce mariage donne la possibilité du divorce. La loi sur l'état civil mentionne le divorce et il y a encore une autre loi qui a été adoptée qui définit très précisément les conditions du divorce et de façon très large, hein, très ouverte. Et par ailleurs, j'allais oublier, j'aurais eu vraiment tort d'oublier, cette loi qui est souvent vue comme une loi, disons, surtout anti-catholique, parce qu'en fait, c'est pour remédier à des difficultés que posait la constitution civile du clergé au sein même de l'Église catholique qu'elle a été adoptée. Cette loi, elle spécifie bien que, par ailleurs, tous sont libres de faire célébrer par ailleurs le mariage religieux de leur choix. Ça n'est absolument pas une annulation du mariage religieux. Mais le mariage qui fait foi et qui fait foi notamment de la filiation, c'est le mariage civil. Ce qui a donné lieu notamment au transport des registres paroissiaux dans les mairies. Ce qui a été, alors là-dessus, on a pas mal de récits. Ça, évidemment, ça ne s'est pas fait de manière, ça n'a pas été facile à faire, mais ça a donné lieu notamment, ça a exigé ça. Alors, pour ma part, je vois ici une dynamique de neutralisation, de ce que j'appelle neutralisation, genre, enfin, je pense vraiment que cet état civil en est la première manifestation, bien avant, encore une fois, l'invention du terme laïcité, mais une dynamique qui tient à la neutralisation religieuse et à l'égalité devant la loi des personnes, quelle que soit, encore une fois, leur appartenance religieuse. Donc voilà pour l'héritage révolutionnaire. Et je vous propose maintenant de passer au long 19e siècle avec un premier point sur l'organisation des cultes au 19e siècle. Organisation euh, qui a connu, à partir, organisation qui est l'œuvre de Bonaparte-Napoléon, parce que ça s'est étalé sur plusieurs années, et organisation régime des cultes qui a connu une stabilité, vraiment très grande stabilité, tout au long du 19e siècle, alors que, comme vous le savez, le 19e siècle
point de vue des régimes politiques, a été une période de telle instabilité avec une succession de régimes politiques très divers. Mais il est effectivement impressionnant de voir au regard de cette instabilité-là, la stabilité du régime qui est souvent désigné comme le régime des cultes reconnus. Alors, sur cette appellation, il y a quelques points à préciser, mais en tout cas, l'ensemble du régime est l'œuvre d'abord de Bonaparte, qui prend conscience en politique avisé qu'il est, que s'il ne résout pas cette question de l'impossibilité des personnes à pratiquer leur culte, que s'il n'arrivait pas à résoudre cette question, il n'arriverait pas à rétablir l'ordre dans le pays et à rétablir aussi son pouvoir sur le pays. Donc Bonaparte s'adresse, pour ce qui est du culte catholique qui est extrêmement majoritaire, au seul interlocuteur qui est l'autorité, semble-t-il, nécessaire, qui est le pape. Alors, il faut dire aussi que venait d'être élu un, un souverain pontife, Pie VII, dont on savait que c'était quelqu'un de relativement libéral. On connaissait son œuvre avant son élection et qui succédait à un Pie VI qui, lui, s'est opposé de manière très frontale à la Révolution. Pie VI, c'est pas seulement les mesures anticatholiques qu'il a critiquées ou la constitution civile du clergé, c'est vraiment les droits de l'homme et le principe des droits de l'homme qu'il a critiqué. Donc là, on a un interlocuteur avec lequel il semble plus facile d'arriver à une solution. Et il s'agit d'une négociation entre la République française et le Saint-Siège qui va aboutir à ce qu'on a appelé le Concordat. Et ça fait partie, c'est le type de traité qui est passé entre un État et le Saint-Siège, le Concordat de 1801. Et le Concordat de 1801, qui a été négocié de manière extrêmement adroite sous la direction notamment du ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui n'était autre que Talleyrand. Alors, dans un premier temps, le Concordat commençait en affirmant que la religion catholique était la religion Majoritaire, des fois. des Français. Et ça, Talleyrand ne l'a pas laissé passer. Et il a fait retoucher ça en adoptant la formule religion de la majorité des Français. Ce qui laisse. Alors, bon, c'est pas une affirmation. On ne peut pas demander au pape de l'époque de faire une affirmation du bien fondé de la liberté des cultes, mais ça laisse la porte ouverte à une forme de pluralité. Et ce concordat, bon, c'est la base sur laquelle on va pouvoir ensuite s'adresser à l'Église catholique, notamment au sein du royaume, mais pour devenir, pardon, excusez-moi, au sein de la République d'abord, mais pour devenir loi de la République, il faut justement des lois. Le Concordat, bon, c'est encore une fois un traité avec une puissance extérieure, c'est pas ça qui peut servir de loi à la République. Et là, le travail a été accompli par Portalis, enfin sous la direction de Portalis, qui est vraiment là aussi un des pères du droit français. Et ce qui aboutit à des articles qui ont été appelés articles organiques en 1802. Et les articles organiques ont été très peu discutés avec ceux qui pourraient être considérés comme des représentants des cultes. Et ces articles organiques concernent les catholiques et aussi les protestants. Alors, au départ, l'idée de Bonaparte, c'était d'avoir une série d'articles organiques pour les protestants en général. Et on a réussi à lui faire valoir qu'il fallait des articles séparés pour l'Église luthérienne et l'Église réformée, entre lesquels il y avait des différences importantes. Alors, parmi les articles organiques, il y a 77 articles pour le culte catholique
et 44 articles pour les cultes protestants. Et ce sont des articles, vous voyez, qui ne concernent pas les Juifs. Portalis lui-même déclare devant l'Assemblée que les Juifs ont leur propre loi, forment une nation qui a ses propres lois, ce qui est complètement contradictoire avec tout l'esprit de la loi de 1791. Et en fait, on a décidé de légiférer aussi pour les Juifs. Bon, d'abord parce que on en a vraiment, on a les sources là-dessus, hein. Ceux qui servaient de voix au groupe juif, et notamment pas tant certains rabbins, mais aussi des membres des communautés que l'on appelait les notables, qui étaient des membres des communautés juives, qui avaient accédé à un certain niveau de fortune et à un certain niveau de formation et de compétences, et qui parlaient au nom de ces communautés et qui demandaient qu'il soit légiféré pour eux aussi, pour que leur culte à eux aussi trouve une organisation dans le nouveau cadre. Et Napoléon, ça se passe sous l'Empire, là. Napoléon y a été incité aussi par un livre dont on sait qu'il l'a lu, qui est sûrement un des tout premiers ouvrages, en tout cas sur le territoire français, qui a des connotations dont on peut dire qu'elles ne sont pas anti-juives au sens traditionnel, mais antisémites. On est là dans la modernité. Et puis aussi, de retour d'Austerlitz, il s'est arrêté en Alsace et en Lorraine et il a entendu beaucoup de plaintes concernant les Juifs et notamment l'idée que les Juifs se seraient emparés de la terre locale. Alors là-dessus aussi, hein, des études ont été faites et ces plaintes ne sont absolument pas fondées, hein. Mais Napoléon s'en fait une mauvaise idée des Juifs et quand il décide de légiférer, en fait, c'est plutôt de façon punitive, ou je dirais de façon thérapeutique. Alors, il a très peu pris la parole de façon publique sur ce sujet. Et ces conceptions, on les connaît par des membres du Conseil d'État, mais on a des témoignages qui concordent de plusieurs membres du Conseil d'État qui relatent les mêmes propos. Et ce sont des propos très durs, tout à fait anti-juifs et qui demandent une législation répressive qui se heurte à l'opposition d'un certain nombre de membres du Conseil d'État. Et pour tenir tête à Napoléon, il fallait vraiment du courage. Et là, dans son Conseil d'État, il y a un certain nombre de membres qui ont été des membres de l'Assemblée constituante ou d'autres assemblées révolutionnaires et qui résistent à cette volonté punitive de Napoléon. Et c'est à ce moment-là, pour essayer de trouver des solutions, qu'on a tout ce processus assez baroque avec réunion d'une assemblée des notables. Et à ce moment-là, ça se fait à l'échelle de l'Empire, hein, c'est-à-dire avec des Allemands, des Italiens, assemblée des notables, et ensuite même ce qui a été appelé Grand Sanhédrin, une assemblée en principe de responsables du culte. Napoléon pensant que des décisions qui auraient été prises par ces responsables du culte obligeraient les Juifs de l'Empire, ce qui n'était en fait ce qui était inexact. Mais bon, ça a servi, et c'est ensuite ces décrets pour les Juifs comme pour les autres, les décrets ont été rédigés de façon, enfin, sans, sans discussion et de façon vraiment très autoritaire. Et ce sont les décrets qui ont été adoptés en 1808, avec une organisation du culte. Là, je voudrais vous parler un petit peu de l'ensemble de cette organisation du culte. Donc, vous voyez, on a là une forme de pluralité, hein, catholique, protestants luthériens, protestants réformés et juifs. Alors, à ce moment-là, on décide aussi d'abandonner le terme de juif qui a des connotations négatives à l'époque et d'employer le terme d'israélite. Donc, ces quatre grands groupes religieux, c'est une pluralité limitée à ces quatre, mais c'est quand même une pluralité dont il faut reconnaître qu'elle est assez exceptionnelle dans l'Europe du temps.
Alors, cet ensemble de mesures, elle, elle se met en application avec un autoritarisme. Euh, il faut vraiment retourner vers les textes pour le mesurer. C'est pourquoi un certain nombre de parallèles qui avaient été faits dans les dernières décennies entre certaines décisions gouvernementales et la politique menée par Napoléon, non, franchement, c'est pas sérieux. Il faut voir comment ça a été fait à l'époque et avec quel autoritarisme on a plaqué une organisation des cultes. Euh, on l'a mise, comment dire, on l'a imposée aux fidèles. Alors, cette organisation, elle prévoit un lien très étroit entre l'État et les cultes. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on voit euh, s'imposer l'expression ministre du culte. Il me semble que c'est tout à fait important de voir la façon dont elle se naturalise, si j'ose dire, parce que là, vous voyez, on a une expression transversale qui va être valable pour les différents cultes. Alors, les ministres des cultes catholiques et protestants sont rémunérés par l'État. C'est-à-dire que il a, on prend acte de ce que la constitution civile du clergé résultait de la mise à disposition des biens de l'Église non nécessaires au culte, et donc enlevait à l'Église une grande partie de ses ressources, que la confiscation des lieux de culte, la nécessité de reconstruire de nombreux lieux de culte demandaient des financements. Donc les ministres des cultes sont rémunérés par l'État. En ce qui concerne les Israélites, ça n'est pas le cas dans les décrets de 1808. Ce sera seulement adopté en 1831. C'est parmi les premières mesures de la monarchie de Juillet. Et bon, j'ai moi-même travaillé vraiment de très près sur ce processus. Et en fait, la formulation culte reconnu, elle apparaît à ce moment-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que celui qui la porte est un juriste. C'est le fils de Portalis. C'est Portalis fils. C'est le fils du Portalis de la période impériale qui avait travaillé déjà avec son père, qui savait très bien ce que son père avait fait et n'avait pas fait. Et c'est à ce moment-là que Portalis fils, c'est très impressionnant parce qu'on voit qu'il y a un accord. À ce moment-là, en 1831, il y a un accord pour étendre la rémunération d'État au rabbin, au ministre du culte juif. On n'aurait pas besoin d'en discuter, on pourrait la voter très vite. Mais lui tient absolument à expliquer le sens de cette mesure. Et le sens, c'est la reconnaissance par l'État de la présence, du fait que la présence de certains cultes va dans l'intérêt général. Et ces cultes sont désignés comme cultes reconnus. C'est à partir de ce moment-là que l'expression vraiment est appliquée de manière systématique. Alors, je précise que, ah oui, pardon, excusez-moi, on peut parler aussi de système dans la mesure où Portalis Suisse explique que si le critère, c'est le bien public et le fait que la présence de ces cultes va dans le sens du bien public, on peut imaginer que ce système s'étende à d'autres cultes. Et il y a à ce moment-là un député, on est au lendemain de la prise d'Alger, et il y a un député qui évoque la question de l'islam. Mais cette proposition n'a reçu aucun écho. En tout cas, dans tout ce que j'ai pu trouver des débats parlementaires, bon, il a fait. Alors, j'ai trouvé quelques renseignements sur lui. Il était converti à l'islam, mais sa proposition n'a reçu aucun écho. Et en fait, ce système dont on prévoyait une extension possible n'a jamais reçu cette extension. Alors, il faut parler un petit peu de la manière dont est imposée à ces cultes une structuration, et c'est là que l'autoritarisme est vraiment très très important. C'est-à-dire que au culte catholique, bon, il y a un certain nombre de points, certains d'ailleurs qui avaient été acceptés par le Concordat,
notamment sur le nombre des évêchés, on garde l'alignement des évêchés sur les départements, et disons que pour le culte catholique, bon, il y a une surveillance, les articles organiques sur le culte catholique vont quand même se mêler du catéchisme, c'est-à-dire vraiment du discours religieux, absolument. Mais c'est particulièrement pour les protestants et ensuite pour les juifs que la structure est imposée de manière très très autoritaire, c'est-à-dire euh, une structure locale avec le terme de consistoire qui vient du catholicisme. On ne le connaît plus maintenant que pour des non-catholiques, mais c'est un terme qui vient du catholicisme, qui est étendu aux protestants et ensuite aux israélites. Donc, une structure locale, et au-dessus de cette structure locale, une, euh, une structure tout à fait pyramidale et absolument centralisée, ce qui est tout à fait contraire aux pratiques notamment de l'Église réformée. C'était le pas à franchir était moins difficile à franchir pour le culte luthérien, mais pour l'Église réformée, c'est vraiment un bouleversement absolu de ses usages, hein. Mais ça a été imposé et avec une immixtion, tout un tas d'articles qui prévoient une immixtion et une surveillance très importante. Donc vous voyez un contrôle de l'État et une immixtion de l'État dans la vie des cultes qui est vraiment très très forte. Mais cette stabilité, elle a eu des résultats. Et si stabilité il y a eu, c'est qu'il y a eu un accord, que le jeu a été joué et que bon, les différents cultes ont joué le jeu. Et cette stabilité, elle a des résultats que l'on peut voir encore dans le paysage français. C'est-à-dire que tout au long du 19e siècle, s'est établi, s'est construit même un véritable patrimoine. Alors, un patrimoine en lieu de culte, on voit le nombre de lieux de culte des différentes religions qui ont été construits au 19e, avec souvent des églises qui ont une apparence d'église gothique, par exemple, mais c'est le style gothique qui a été repris au 19e siècle. Et c'est vraiment visible dans le paysage. Il y a une inscription très forte dans le paysage. C'est notamment aussi une inscription très forte dans la vie familiale. Et ça apparaît, par exemple, dans la littérature française du 19e siècle, la présence, bon, particulièrement bien sûr la présence catholique, parce qu'elle est beaucoup plus importante, mais elle apparaît très très fortement. Donc voilà comment s'est édifié ce système qui a perduré tout au long du 19e siècle. Alors, je vais y aborder un troisième point concernant les tensions les tensions qui se sont faites sentir sur les questions religieuses et qui, à mon sens, aboutissent, pardon, à la genèse de l'idée laïque. Et quand je parle d'idée laïque, je reprends l'expression du très grand historien Georges Weil, hein, dans son Histoire de l'idée laïque de 1925, qui a été au moment du bicentenaire, du centenaire, pardon, de la loi de 1905, en 2005, il y a eu une republication de l'ouvrage avec une préface qui est très très bien faite, hein, et c'est vraiment un des ouvrages extrêmement importants pour comprendre la laïcité française. Alors ces tensions, elles sont, je dirais, il me semble qu'elles sont de deux ordres. Il y a d'abord ce qu'on a appelé la guerre des deux France. Et Georges Weil, d'ailleurs, a certaines réticences sur la centralité qui a été donnée à cette notion de guerre des deux France. Il demande que on ne la plaque pas sur l'ensemble de la vie française. Alors la guerre des deux France, c'est l'opposition entre une grande partie des catholiques français et une grande partie de la hiérarchie catholique qui soutient les régimes les plus conservateurs. Alors ça commence avec le régime de la Restauration, où on voit par exemple revenir en France au moment de la Restauration des personnes qui avaient quitté la France pendant la Révolution.
un certain nombre d'entre eux, dont on sait des aristocrates, que avant la Révolution, ils n'étaient vraiment pas pieux du tout et très peu pratiquants et qui reviennent en ces temps, d'une certaine façon, c'est pas moi seulement qui emploie le terme, hein, reconvertis et qui reviennent catholiques fervents. Et pendant la Restauration, s'organise une, une opinion très conservatrice sur beaucoup de points, avec ce fantasme hein, que véhicule le terme de restauration, d'effacer la Révolution française, de revenir à avant la Révolution. Et tout au long du XIXe siècle, alors sous des appellations différentes, on va voir ce segment de l'opinion française et puis du paysage politique français, parce que tous ces gens, parmi eux, il y a eu des gens, parfois d'ailleurs des ecclésiastiques, hein, qui ont eu un rôle politique très important et qui ont notamment été des élus. Et puis, face à eux, alors ça, plutôt dans la deuxième ou le dernier tiers du XIXe siècle, une opposition qui s'affirme de plus en plus face à eux et qui est encore une fois une opposition qui porte sur le politique, mais qui du coup aussi s'inscrit sur le religieux, avec dans les dernières décennies du XIXe siècle, ceux qui vont carrément prendre le nom de républicains et revendiquer l'installation en France d'une république. Alors, vous voyez par exemple Gambetta, qui a été un des principaux d'entre eux, en 1869, il parle déjà dans ce qu'on a appelé le programme de Belleville, hein, dans un discours qu'il a tenu à Paris, et qui est vraiment un grand discours programmatique. Il parle déjà de la nécessité de séparer les cultes, les églises et l'État. Donc vous voyez là, il y a vraiment une ligne politique. Mais moi, j'ajouterais à ça, et ça c'est, disons, c'est la contribution que je souhaite faire à la connaissance de ces questions, parallèlement et en même temps que ça, un ensemble de points de friction qui tiennent au refus de la pluralité. Alors ça, j'ai pu l'étudier quand même de près, et ça commence à s'exprimer très nettement sous la Restauration. Alors, il faut savoir que la carrière de Talleyrand ne s'est pas achevée sous l'Empire, et qu'il a été, au moment de la Restauration, le texte d'organisation politique n'est plus une constitution, c'est une charte constitutionnelle, effectivement, mais Talleyrand a beaucoup travaillé. Louis XVIII, qui était lui-même aussi un grand politique, a compris l'intérêt d'écouter quelqu'un comme Talleyrand, et on voit que sous le terme, comment dire, l'annonce restauration, en réalité, ont été conservés un certain nombre d'acquis de la Révolution. C'est vraiment une forme de compromis. Et ça se voit particulièrement concernant les questions religieuses. Alors, l'article 6 de la Restauration, l'article 6 de la Charte constitutionnelle, pardon, il affirme: cependant, la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État. Ça paraît clair. Bon, le fait que ça commence par cependant doit attirer notre attention, parce que l'article 5, donc qui le précède, affirme, lui, chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection. Donc vous voyez, il y a une tension entre les deux articles, tension dont Talleyrand, je l'ai retrouvé dans des écrits, dans une biographie de Talleyrand, qui a publié des écrits tout à fait personnels, une correspondance privée de Talleyrand avec une de ses maîtresses. Il le dit de façon très drôle. Il lui demande savez-vous qui a mis ça? Elle dit non. Elle répond non. Il y a l'échange. Il répond c'est moi. Elle lui demande mais pourquoi? Et il répond parce que ça ne voulait absolument rien dire. C'est tout l'humour de Talleyrand et en même temps, c'est tellement politiquement, tellement intelligent. Alors, Louis XVIII a été tout à fait d'accord, mais
pour ce segment conservateur catholique dont je parlais tout à l'heure, ceux qui vont être désignés par Chateaubriand comme les ultras. Chateaubriand voulait dire ultra royaliste, plus royaliste que le roi. C'est-à-dire des gens qui voulaient des mesures beaucoup plus conservatrices que celles adoptées par Louis XVIII. Et là, j'ai vraiment pu, je crois, m'en assurer. C'est insupportable. Il ne supporte pas cette place qui est faite à la pluralité religieuse. Et ça va provoquer toute une suite de crises. Alors moi, je ne suis pas sûre du tout pour l'instant de les avoir toutes étudiées, mais il y en a une que j'ai étudiée de près. Parce qu'il y a eu des crises ponctuelles et des crises en quelque sorte continues. Alors parmi les crises ponctuelles, j'ai étudié de près celle qui éclate en 1825 avec l'adoption de la loi dite sur le sacrilège. Alors, c'est une loi que les ultras ont présentée plusieurs fois avec Louis XVIII. Ils n'ont pas réussi à la faire adopter. Ils arriveront à la faire adopter sous Charles X. Alors, c'est une loi extrêmement intéressante et complètement aberrante en même temps. Alors, ce que dit la loi, c'est que euh, celui qui se sera rendu coupable de profanation sur les hosties consacrées subira la peine de mort. Et dans ce que demandaient les députés ultras, c'était pas la peine de mort, c'était la peine du parricide, c'est-à-dire qu'avant l'exécution, on coupe la main droite. Donc, cette loi, vous voyez, c'est une loi extrêmement dure. Mais il est précisé dans la loi que on a déjà l'idée que pour qu'un délit soit commis, il faut qu'il y ait conscience de commettre un délit. Et donc, on doit être sûr que la personne qui a commis cette profanation savait que les hosties avaient été consacrées, ce qui est Impossible. quasiment impossible. Et ils le reconnaissent. En fait, dans les débats, ils le reconnaissent. Ce qui veut dire que la loi, bon, il y a deux niveaux de cette loi. Il y avait effectivement des profanations et des vols dans les églises, dans les lieux de culte d'une manière générale, pas que les églises catholiques. Et il y avait effectivement sans doute besoin d'une législation pour sanctionner particulièrement les vols. Et ça, la loi la prévoit. Mais la loi, elle a eu, et surtout, et c'est pour ça qu'elle s'appelle loi sur le... Vous voyez, elle ne s'appelle pas loi sur la police des édifices du culte, elle s'appelle loi sur le sacrilège. Et elle a une portée symbolique. C'est ça qu'il voulait, c'est faire rentrer le dogme catholique dans la loi. À partir du moment où la loi mentionne cette question des hosties consacrées, on fait rentrer le dogme catholique dans la loi, et c'est ça qui était cherché par les défenseurs de cette loi. Et les débats sont extrêmement intéressants, hein, mais ils ont été vraiment très longs et très très durs, et on peut vraiment dire que là, la loi, c'est essentiellement une portée symbolique qu'elle a. Et puis, en même temps, les défenseurs de la loi n'ont quand même pas obtenu complètement ce qu'ils voulaient parce qu'il y a un dernier un dernier article de la loi qui l'étend aux profanations ou aux délits qui seraient pratiqués dans les édifices des autres cultes. Et bon, certains se sont mis vraiment indignés parce que ça fiche d'une certaine façon. Bon, alors il faut vraiment aller regarder la loi de près, mais en même temps, c'est tout à fait contraire à leur projet. Mais il n'empêche que l'adoption de cette loi dite du sacrilège a créé un souffle de protestation extrêmement important dans l'opinion française. Ça a mobilisé l'opinion avec énormément d'articles de presse et ça a fait ressurgir la thèse du complot jésuite. Et je dois préciser, et il est temps que je le fasse, que la thèse du complot jésuite, c'est un homme politique catholique qui l'a remise en circulation. Ce qui montre bien que
il ne faut pas mettre tous les catholiques dans ce camp des ultras. Et là, on voit bien la pluralité au sein même des catholiques. Mhm. Et son livre a eu un grand succès. Et un succès que l'on peut par exemple voir, un succès populaire, avec la chanson d'un chansonnier Béranger qui était extrêmement populaire et qui a fait une chanson Homme noir, d'où sortez-vous? Nous sortons de dessous la terre, moitié renard, moitié loup. Et voyez, l'audience populaire de cette chanson, elle montre à quel point cette question de la loi sur le sacrilège a véritablement fait scandale. Et les spécialistes de la Restauration pensent que dans la chute du régime, l'adoption de cette loi a joué un rôle important dans vraiment le développement d'une opposition au régime. Alors, je parlais de crise ponctuelle. Vous voyez, là, dans celle-ci, on voit bien l'importance qu'a eu la volonté de lutter contre une forme de pluralité. Alors, je parle de crise ponctuelle et de crise continue, des conflits locaux sur la visibilité dans l'espace public. Et là-dessus, on a notamment un ouvrage collectif extrêmement intéressant sur ces conflits et différents types de conflits. Alors, en sachant que la sensibilité ultra a vraiment essayé de mettre sa marque très fortement sur l'espace public, notamment en édifiant des calvaires. Mhm. Et en général, l'édification même du calvaire donnait lieu à un pèlerinage dont certains ont rassemblé des foules immenses, hein. Et pour certains, ça se voit toujours dans le paysage français. Il y a des régions de France où, si vous parcourez sur le bord des routes, hein, Oui. on les voit, ces calvaires, hein. Alors bon, maintenant, ça fait partie d'un patrimoine commun, mais voilà leur origine. Et sur la visibilité du culte dans l'espace public, il y a eu de très importants conflits. Un, par exemple, qui là aussi a mobilisé la presse et qui est monté jusqu'en cour de cassation dans une région à Lourmarin. Dans une région où il y avait une présence protestante très importante. Au moment de la fête Dieu, il y a le cortège du Saint-Sacrement qui traverse le village. Et l'usage, c'était que sur le parcours du cortège, les façades soient décorées, soient tendues. Et un habitant de Lourmarin protestant refuse de décorer la façade de sa maison. Alors, il est condamné par le maire et il fait appel et c'est monté jusqu'en cour de cassation. Un de mes amis juristes a étudié ça. C'est absolument passionnant de voir dans les années 1816-1819 comment cette affaire de Lourmarin a vraiment là aussi traversé la France pour monter jusqu'en cour de cassation et là aussi suscité beaucoup d'articles de presse. Et la décision? Et la décision, ça a été d'infirmer. La décision, pardon, vous avez raison de elle a été la décision du maire qui avait été confirmée, qui ensuite avait été annulée en appel, etc. C'est un processus. Elle a été infirmée en cour de cassation. Donc on a donné tort, vous voyez. Mais c'est une expression bon, il se trouve que l'affaire de Lourmarin, un juriste important de l'époque en a eu vent, donc il lui a donné beaucoup de visibilité, c'était le cas de le dire, mais des histoires comme ça, il y en a eu énormément. J'ai trouvé par exemple des témoignages justement de catholiques qui au moment d'une procession se plaignent, se plaignent du fait que les protestants qui chantent dans le temple font trop de bruit et les gênent eux dans la rue. Et là j'ai mentionné beaucoup la Restauration, mais sous le Second Empire, dans la période de l'ordre moral, il y a eu encore une nouvelle période de tension comme ça, ce qui a donné lieu à un anticléricalisme, mais face à ça, à une reprise de la dynamique de neutralisation qui va mener à la laïcité. Vous voyez, moi je pense qu'il faut arrêter de considérer la laïcité comme une sorte de doctrine qui aurait été plaquée comme ça, que certains auraient conçu et qu'ils auraient plaqué. Je pense qu'il y a une dimension largement réactionnelle aux crises du temps dans l'élaboration, dans
l'importance donnée à cette dynamique de neutralisation. Et au moment de l'accès des républicains au pouvoir, on les voit mener une politique très prudente, très progressive. Et là, c'est très, 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 très frappant de voir Gambetta lui-même, qui a parcouru le pays, vous savez, qui a parcouru le pays par plein de modes de transport différents, qui se range à cette idée qu'il s'agit d'un pays largement catholique, qu'il faut attacher à la République et les lois adoptées par les républicains au fur et à mesure que, que la France devient vraiment républicaine et que des élections leur donnent vraiment le pouvoir, ce sont des séries de lois dans des domaines divers, mais qui toutes, me semble-t-il, obéissent à cette dynamique de la neutralisation. Alors, c'est le cas de l'école, dont je rappellerai qu'une des premières mesures, c'est en 1880, l'enseignement secondaire des jeunes filles. Et là, il faut voir aussi la part d'acteurs politiques, d'hommes politiques, qui ne sont pas des catholiques. La loi sur l'enseignement secondaire des jeunes filles, c'est la loi Camille C. Il s'appelait Camille Salomon C. Je ne sais pas quel était son attachement personnel à la religion, hein. Mais en tout cas, il était connu comme étant israélite. Et puis bon, les autres lois sur l'école que vous connaissez, la loi de 1882 et la loi notamment de 1886, la loi Goblet, qui va faire en sorte que, mais de manière très progressive, il n'y ait plus dans l'école publique d'enseignants qui soient des ecclésiastiques. Mais c'est dans des domaines très divers. Je vous parlais de l'état civil. Une des victoires des ultras en 1816, ça a été, ils ont voulu rétablir un état des personnes religieuses. Ça, ils n'ont quand même pas réussi, même en 1816. Mais ils ont réussi à faire abolir le divorce. Si bien que pour des personnes à qui leur religion ne leur interdit absolument pas, sont pas en mesure, n'ont pas la possibilité du divorce. Le divorce est rétabli en 1884, et là aussi, c'est un député israélite qui porte la loi, et le rétablissement du divorce doit absolument être considéré comme une loi laïque. Et l'aboutissement en 1905, c'est un aboutissement, vous voyez, qui a été longtemps différé. Bon, décision qui a été prise à la suite notamment de l'affaire Dreyfus et puis d'incidents diplomatiques entre la République française et Rome, au moment aussi de la constitution de l'Italie et de la reconnaissance par la France de Rome comme capitale de l'Italie. Et la loi de 1905, bon, je ne pense pas avoir besoin de vous l'apprendre, mais c'est la loi qui met fin au système des cultes reconnus. Quand l'article 2 dit « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », c'est le présent intemporel de la loi, mais il s'agit de ça. Et puis l'article 1er qui affirme des principes. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Cette mention limitative qui renvoie à l'ordre public est toujours présente. Et puis, elle donne les outils juridiques, l'association de 1905, dont le seul objet est l'exercice du culte et dont les fidèles vont pouvoir se saisir. Alors, je terminerai simplement en rappelant qu'il y a des limites à l'application de la loi 1905. Alors, tout d'abord, l'Alsace-Moselle qui ne faisait pas partie du territoire français, et puis la question du domaine colonial, et particulièrement de l'Algérie, qui était pourtant département français. Et pour terminer absolument, je dirais que cette loi de 1905, elle permet une pluralité sans limite, et elle permet aussi une pluralité interne. Ce qui est tout à fait, je trouve tout à fait parlant, c'est en 1907 la fondation de l'Union libérale israélite. Le courant libéral israélite existait ailleurs en Europe, mais à cause de la centralisation en France, il n'avait pas pu se développer. Vous voyez, 2 ans après l'adoption de la loi, même quand c'est en décembre, c'est à peine 1 an et demi, l'Union libérale israélite apparaît, et ça donne, c'est vraiment significatif de la façon dont la loi de 1905 donne leur expression aux différents courants au sein des religions. Bon, j'étais un petit peu longue, pardonnez-moi. Merci beaucoup, Rita.